Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre période de développement de systèmes. Aujourd'hui, on va commencer à travailler à créer nos différents diagrammes pour nos différents systèmes. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va créer le diagramme de code d'utilisation pour un système qui va être un guichet automatique bancaire. On va commencer par regarder c'est quoi un langage de programmation qui s'appelle PlantUML. Donc, PlantUML va nous permettre de créer des diagrammes de code d'utilisation. On fait tous les diagrammes UML, hein, ça le dit dans son nom, PlantUML. Puis, ça va nous permettre de automatiquement créer des images qui vont nous permettre de faire ça. Donc, on va commencer en reprenant les concepts qu'on a vus pour les diagrammes de code d'utilisation. On va les transférer en PlantUML, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Fait que pour être capable de faire ça, vous pouvez installer l'application ou sinon directement utiliser une version en ligne que moi je vais vous montrer ce matin. Donc, on a ici le site plantuml.com. Je suis tellement gentil. Je vais le paster dans notre affaire. Aussi, bonjour à tous. Je n'ai pas mis des thumbs up à tout le monde, là, mais vous avez tous une place dans mon cœur. Deuxième chose, on a l'éditeur en ligne qui est disponible à cette adresse-là. Donc, on peut aller sur le site de PlantUML. Ça nous donne la syntaxe qu'on va avoir besoin. Puis le deuxième, ça va être l'éditeur qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, on peut regarder ce site-là, puis on peut voir ici qu'on a tous les différents diagrammes qu'on va pouvoir faire. Nous autres, on va travailler aujourd'hui avec le use case, fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec PlantUML avec ça. Fait que si on commence ici, j'ai mon éditeur en ligne, puis je peux voir ici que ça génère automatiquement le diagramme. Là, ici, c'est un diagramme de séquence qu'il est en train de faire, mais si je change différents éléments, je peux cliquer sur le Submit, puis le Submit va créer une nouvelle image que je peux ensuite télécharger dans le besoin. Donc, je peux changer d'autres éléments à l'intérieur, puis ça va aussi changer les éléments à l'intérieur du diagramme. Donc, moi, j'en ai une version d'installer sur mon ordinateur qui va me permettre de le faire avec vous. Et ici, on va ouvrir ça. On va se donner un petit nom, parce qu'on peut donner un nom, mais le principe fondamental, c'est qu'on a, c'est un fichier texte, ok, qui commence avec le mot-clé A commercial start UML, qui se termine avec le mot-clé A commercial end UML. Puis si à l'intérieur, j'écris la description de ce que je veux représenter, ben ça me génère une image qui va représenter ça. Donc, on va regarder comment reprendre tous les éléments qu'on a vus durant notre diagramme de code d'utilisation, puis on va les faire en PlantUML. Fait qu'on va regarder ici, puis on va passer au travers cette page-là. On va se la mettre un petit peu plus gros pour qu'on puisse mieux voir qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On va regarder chacun des éléments. Fait qu'on commence, on a les use cases, donc les cas d'utilisation. On se souvient, les cas d'utilisation, c'est des éléments qui sont englobés dans une espèce d'ovale, puis qui vont représenter les différentes activités que tu peux faire avec le système. Donc, pour être capable de faire un use case, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir le nom du use case, puis on va le mettre entre parenthèses. Donc ici, on va y aller avec le premier cas. Puis avec ça, ça va me créer automatiquement un cas d'utilisation. Ici, encore une fois, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'avec PlantUML, j'ai toute la présentation qui est automatiquement générée. Je n'ai pas besoin de décider, ah ben celui-là, il devrait être ici, puis celui-là, il devrait être là, puis là, il faut que je déplace telle affaire. Donc, avec
PlantUML, contrairement, mettons, à Visual Paradigm, qu'on avait déjà utilisé ensemble, on n'a pas besoin de traiter l'emplacement des éléments. Tout ça est géré automatiquement. Fait que on peut avoir un deuxième cas. Puis on va voir qu'il y a différentes manières de représenter la même information. Donc, puisque les cas d'utilisation, c'est l'élément le plus important pour... on peut aussi utiliser le mot-clé use case. Ici, on va dire troisième. Puis on peut aussi avoir des alias. Donc, quand je décide d'avoir un nom, je peux avoir un surnom que je vais pouvoir utiliser quand on va définir d'autres associations, d'autres éléments dans mon diagramme. Donc, une fois qu'on a les use cases, on a notre première affaire de faite, on peut passer à notre deuxième élément fondamental qui sont les acteurs. Donc, les acteurs, on se souvient, ça va être les personnes ou les non-personnes, les 6 autres systèmes externes, n'importe qui va faire une interface avec le système que je suis en train de développer. Donc, à l'intérieur, encore une fois, de mes balises StartUML, EndUML, je peux avoir des 2 points. Puis ça va me créer un petit bonhomme qui s'appelle acteur 1. Si je peux en avoir plus qu'un, je peux aussi le définir ici. Point intéressant, comme quand on utilise les balises par défaut, on peut juste écrire le texte. Mais quand j'utilise des mots-clés pour représenter, j'ai juste le droit à un mot. Si je veux avoir plus qu'un mot, il faut que j'utilise nos amis les double guillemets pour être capable de représenter ça comme étant une chaîne de texte qui représente l'acteur voulu. Fait que là, on a notre acteur 1, on a notre acteur 2, puis encore une fois, je peux décider de utiliser des alias, donc des surnoms. Fait qu'on va l'appeler, mettons, acteur 2, pour être capable de faire référence à cet acteur-là plus tard dans notre projet. Habituellement, quand on a nos différents cas d'utilisation, ces différents cas d'utilisation-là vont être à l'intérieur d'un système. Donc ici, on va passer par-dessus celui-là. Ça nous dit qu'on peut avoir des super cas d'utilisation. Nous autres, on n'utilisera pas ça. On veut des cas d'utilisation qui sont simples, précis, directs. Mais ce qu'on peut avoir, c'est notre petite boîte, okay, avec le nom. Pour être capable de faire ça, il va falloir englober les différents cas d'utilisation à l'intérieur d'un mot-clé. Donc, je peux avoir le mot-clé rectangle qui me crée mon système. J'ai des accolades, puis à l'intérieur des accolades, je peux mettre mes différents cas d'utilisation. Puis là, automatiquement, ça va prendre les cas d'utilisation, puis ça va les mettre à l'intérieur. Je peux voir que si j'en ai oublié, je peux me déplacer, le remettre, puis ça va prendre mon système, puis mettre les cas d'utilisation. Donc, on est capable de représenter, si on regarde notre notation du dernier cours, on est capable de représenter les acteurs, on est capable de représenter les systèmes, on est capable de représenter les cas d'utilisation. Ce qui nous reste, c'est les différents types d'associations possibles. Donc, on va aller travailler sur les associations. Fait que pour être capable de faire les associations, on utilise des relations. Okay? Donc, on peut, puis là, ici, par principe, on va mettre les acteurs en premier, comme ça va être plus clair. Fait que j'ai mes différents acteurs, j'ai mon système avec mes cas d'utilisation, puis là, je veux représenter les associations possibles. Fait que j'utilise le nom d'un acteur que j'ai,
Puis ce que je fais, c'est que je vais faire une association avec un autre élément de mon projet. Puis là, je peux voir ici, l'acteur 1 est maintenant relié au premier cas. Donc, on voit ici l'association. Puis, le dépendamment du symbole que j'utilise ici, ça va être différentes liaisons. Donc, les doubles tirets, c'est juste pour une ligne, qui est nous autres, qu'est-ce qu'on utilise? On a la ligne avec le plus grand cas qui est une flèche. On a la double ligne avec la flèche. Puis on a même la possibilité d'avoir une barre droite qui va être la flèche remplie de généralisation. Donc on peut voir ici que dépendamment de qu'est-ce que je veux avoir comme lien, je peux utiliser différents symboles. Fait que on a cette affaire-là. Admettons que notre acteur 2. Puis ici, je peux utiliser soit le nom, soit l'alias. Donc, je peux utiliser ici l'acteur 2, peut être lié à mon use case 2. Est-ce que tu vas la vouloir? On va l'appeler pour ça simplifier la vie. Puis ici, je peux faire encore mon acteur 1 est relié au use case 3. Puis mon acteur 2 est aussi relié au use case 3, mettons. Fait que je vous ai dit que on n'a pas la main sur la présentation. On peut voir ici, oh, ça sonne comme si j'ai fait une erreur de frappe. Oui, exactement. Puisqu'on peut voir qu'un acteur 1 qui c'est comme excellent. Donc on peut voir ici que on a une vision qui est comme du top vers le bas. Donc ça, c'est la représentation automatique qui est faite. Mais on est capable de changer la direction de qu'est-ce que ça va donner. Fait qu'on n'est pas capable de directement bouger les éléments, mais on peut y donner des indices pour y dire on veut avoir de quoi ça, on veut que ça aille de l'air. Fait que je peux ici donner l'indication. J'aimerais ça que tu ailles de la gauche vers la droite quand je te présente mes associations. Puis on peut voir ici qu'on commence à avoir quelque chose qui est semblable à ce qu'on avait vu dans nos exemples. Donc, ça va prendre les associations, puis ça va dire, ben ça, c'est supposé être à gauche, puis ça, c'est supposé être à droite. Fait que, mettons ici, je me crée un troisième acteur. Il me semble que tu avais tes amis dans le coin, puis c'était correct. Oui, c'est vrai. On l'appelait acteur 3. Puis là, ce que je peux faire, c'est représenter le lien comme étant le cas à gauche, l'acteur à droite. Puis on peut voir ici que ça l'utilise, ces informations-là, pour bien positionner les éléments pour que tout soit beau, convivial, gentil, okay, comme on veut. Une fois qu'on a ça, on peut aller travailler avec... Hugo, Oui. parlant de gentillesse, aurais-tu l'amabilité de nous montrer le serveur? Comment tu l'as configuré? Genre? Oui. Fait, ici, c'est... C'était vraiment juste un acteur, dans le fond. Oui, c'est ça, là. Ici, si vous avez vraiment un serveur, il y a différents symboles qui est disponible. Comme je peux, à place de marquer acteur, marquer, mettons, database. Puis ça va utiliser un autre symbole à la place du petit bonhomme. Donc, il y a quelques mots-clés qui sont disponibles. Tu peux aller voir dans la documentation c'est lesquels. Mais ça, c'est juste un acteur comme un autre. Fait que on va regarder les autres éléments disponibles. Fait que là, on est capable de faire des associations. La généralisation, ben c'est tout simplement la relation avec le bon lien. Fait que, mettons ici, je veux que mon acteur 1 aille une flèche avec l'acteur 2.
Fait que je peux voir ici que les éléments sont disponibles. Là, on peut voir qu'il utilise qu'est-ce que moi j'ai dicté, hein, que j'étais dans une direction left to right. Tu sais, ça ne dérange pas si c'est comme ça en passant. Là, là, je vais parler de juste une parenthèse de comment fixer qu'est-ce que nous, on voit. Là. Donc, notre acteur 1 est relié avec la flèche à l'acteur 2. Puis, à l'intérieur de la flèche, il me semble que je peux y dicter des affaires. Fait que si je dis... Il n'aime pas ça, c'est ici. Yep. Je suis plus certain du mot-clé. Comme je dis, c'est pas très grave. Mais il y a des manières de comme dire ça devrait être sa même ligne, puis ainsi de suite. Je vais revenir là-dessus. Fait qu'on a la flèche de généralisation qui est disponible. Ça, c'est correct. Ensuite, on a la possibilité de rajouter des notes entre différents éléments ou sinon par rapport à un use case. Donc, si on veut donner plus d'informations et ainsi de suite, on peut mettre des notes à gauche ou à droite de quelque chose. Fait que je peux dire note left of AC2. Fait qu'on peut voir ici que ça génère la note. Puis j'ai dit que la note, il faut qu'elle soit à gauche. Ici, je pense que c'est above. C'est above ou top. Fait qu'on peut décider où la note va se positionner par rapport à notre élément. On a aussi le principe d'extension qu'on veut utiliser. Ça, c'est correct. Nous autres, on veut l'extension puis l'inclusion. Donc, on se souvient, c'est des lignes pointillées entre mes use cases. Donc, pour représenter les lignes pointillées, on utilise le point et la flèche. Donc, ça va me permettre d'avoir un pointillé entre les deux. Donc, on peut voir ici, on a un pointillé qui est entre les deux. Puis, quand je veux y expliquer c'est quel type de pointillé, je peux utiliser le 2 points avec le nom, soit le include, soit le extends, par rapport à ce qu'on a besoin de faire. Fait que, avec ça, on est capable d'avoir notre affaire. Puis, qu'est-ce qui est le fun ici en passant, c'est que quand je fais quelque chose, évidemment, ce que j'ai fait, ça peut créer la même chose ici. Puis, quand vous faites Submit, ça vous donne une adresse qui sauvegarde le texte. Donc, moi, je peux paster ça dans le chat. Puis, soudainement, vous avez directement l'exemple que j'ai créé qui vous est disponible. Donc, avec tout ce qu'on a fait, on a tous les éléments qu'on pourrait avoir de besoin dans notre création de diagramme de code d'utilisation. Fait qu'avec ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer notre propre code d'utilisation à partir d'une mise en situation. Fait que je vais vous donner une mise en situation. En passant, cette mise en situation-là est disponible déjà. Je l'ai mis sur le site du cours. Donc, en passant, quand je parle du site du cours, je parle de Teams. Là. Donc, sur Teams, hein, où c'est que vous avez joiné le meeting, vous avez votre onglet Fichier. Puis, dans l'onglet Fichier, vous avez le Class Material. Puis, dans l'onglet Class Material, vous avez le cours 3, dans lequel j'ai mis la mise en situation. Fait qu'avec ça, vous êtes capable de traiter tout ce que je vais vous montrer dans quelques instants. On va aller regarder ça. Hop. 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 Fait qu'on regarde ce code d'utilisation-là. Puis après ça, moi, je vais vous laisser du temps pour compléter ça. Puis après ça, vers la fin du cours, on va regarder ensemble qu'est-ce que c'était supposé donner. Donc, aujourd'hui,
vous allez travailler sur la création de votre propre code d'utilisation à partir de PlantUML. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? On veut représenter un guichet automatique bancaire. OK? Donc, c'est la place où c'est que tu t'en vas, là, que tu mets ta carte, tu retires 20$, puis ça te coûte 7$ pour retirer le 20$. C'est ça qu'on veut représenter ici. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on dit que le guichet automatique accepte soit les cartes bancaires de l'institution, hein, parce que chacun des guichets a une institution derrière, habituellement une banque. Donc, tu as des guichets de la Banque nationale, tu as des guichets de Desjardins, tu as des guichets de la RBC. Puis, quand tu t'en vas à un guichet de ta banque, on dit que tu as plus de services disponibles. Bon, on dit que bon, quand tu rentres ta carte, tu es supposé t'authentifier pour être capable de gérer le système. Là, ici, ça dit que ça va t'offrir différents services dépendamment si tu es un membre de la banque ou si tu es un membre d'une banque externe. Si tu es un membre de la banque, tu as le droit de déposer des chèques, tu as le droit de déposer de l'argent comptant, tu as le droit de retirer de l'argent, puis tu as le droit de consulter ton solde. Si tu fais partie d'une banque externe, on te dit que tu as juste le droit de retirer de l'argent. Quand on fait les retraits, il faut que ça soit validé, puis il faut que ça communique avec les systèmes informationnels, soit de la banque à laquelle tu fais partie. Donc, si tu es dans un guichet de la Banque nationale, puis que tu retires, c'est juste avec la Banque nationale que ça se passe. Mais si tu travailles si tu utilises une carte d'une banque externe, ça va passer par les systèmes informationnels du système Interac. Donc, il faut valider avec ce système-là externe à la place. On peut, si tu es un client de la banque, hein, après chaque opération, tu peux consulter ton solde, mais seulement si tu es un client de la banque, du guichet automatique. Puis finalement, on dit que ce système-là, il faut aussi qu'il soit maintenu par un opérateur. Donc, à chaque jour, cette personne-là va venir remettre de l'argent, prendre les chèques. Puis, on dit aussi que, si, mettons, quand tu rentres ton NIP, là, en passant, si tu rentres ton NIP, puis il est erroné 3 fois de suite, ça mange ta carte. Donc, si ça mange ta carte, tu veux avoir quelqu'un qui va venir chercher les cartes pour pas que ça s'empile dans la machine. Fait que, ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui, c'est la représentation dans un diagramme de code d'utilisation d'un guichet automatique bancaire. Vous voulez utiliser PlantUML, donc vous pouvez aller à plantuml.com/plantuml, puis commencer à utiliser qu'est-ce qu'on vient de voir ce matin pour recréer ce diagramme-là. Vous allez voir que quand tu commences à l'écrire, il y a des questions qui ressortent. Puis c'est ça le but du diagramme de code d'utilisation. Donc, on pense à nos affaires, on travaille là-dessus, puis on se donne jusqu'à 11 heures pour être capable de faire avancer ça. Même, je dirais, 11h30 pour se donner le temps d'être capable de tout faire. Est-ce que c'est clair? Mais c'est pas normal. Clair, pas clair? 1, 2, 3, j'y vais. Ouais, c'est clair. Ok, J'aurais une petite question. Est-ce que tu pourrais prendre 2 minutes pour montrer comment tu l'as installé sur Visual Studio Code? Certainement. En fait, c'est une extension que j'utilise qui s'appelle PlantUML. Hein? Qui l'a cru? Donc, dans l'extension PlantUML, ça permet d'avoir la visualisation de fichiers avec l'extension .plantuml. Là, ici, il y a différentes manières d'avoir le générateur, mais je pense que même si tu n'en installes pas d'externe, il va en utiliser un qui est en JavaScript. Fait que c'est pas un problème. Local render. Ou sinon, ça te dit dans le qu'est-ce que tu as besoin d'installer. Quelque chose comme GraphViz, ça dit de comment l'installer pour Mac, pour Windows, pour Linux, et ainsi de suite. Donc, toute la documentation vient avec. Puis une fois que tu as cet élément-là, cette extension-là d'installer, quand tu utilises un fichier PlantUML, tu as maintenant l'option de Preview Current Diagram qui me donne une autre page qui va générer les éléments. Il faut faire attention, la génération, ça prend quelques secondes. Fait qu'admettons que je change le nom ici de mon serveur.
on peut voir que 1, 2, 3, ça prend 3 secondes avant que, tu sais, on a les rétroactions. Mais ça marche quand même assez bien, là. Fait que... Quand tu ouvres le menu, genre comme que pour Oh, ouvrir le preview. Visual Studio Code, tu pèses sur Ctrl-Shift-P sur Windows, Command-Shift-P sur Linux. C'est le menu d'action. Fait que ici, tu peux commencer à écrire des choses. Puis tu peux avoir toutes les commandes qui viennent avec Visual Studio Code qui sont là. N'est-ce pas merveilleux? Ah, ok, nice, ouais, ça marche bien. Il y Est-ce avait qu'il faut est-ce qu'il faut installer Plant2ML sur ton ordinateur avant de pouvoir ajouter l'extension sur Visual Code? vous n'êtes pas obligé. Donc, puis, ce qu'il faut installer, je pense, c'est GrabViz, qui est un autre logiciel. Mais ça, dans l'extension, ça te donne les instructions par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que, si tu J'ai vois pris ici, une ligne de commande. Premium, blablabla, plus ça dit requirements. Donc, tu peux avoir le plan du ML Server, mais sinon, tu peux avoir Java, que vous devriez avoir, j'imagine, à ce point-ci, d'installer sur vos ordi. Puis GrabViz. Fait que ça dit ici, il y a même aussi un Quick Install pour Windows. Tu peux installer quelque chose avec Choco, Plant2ML, il y a plein de possibilités par rapport à ça. La ligne de commande sur CMD, j'ai fait ça, puis là, ça marche facile. Fait que, Mais ça, au pire, si vous voulez pas travailler là-dessus aujourd'hui, si ça marche pas du premier coup, je vous conseille d'y aller avec l'éditeur en ligne. Ok, ça génère littéralement le même graphique. Puis à partir de là, vous pourrez travailler pour l'installer pour le prochain cours. C'est bon? Excellent. Je vais prendre votre silence comme un acquiescement de la qualité de mon enseignement. Donc, on va se revoir à 11h pour corriger le tout. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne cette affaire-là. Ça, c'est le graphique que j'ai fait ici. Sachez que quand on travaille avec les codes d'utilisation, il peut avoir... C'est pas une réponse divine que je vous présente, c'est ma réponse. Il y a d'autres versions possibles, dépendamment de qu'est-ce que vous avez décidé comme conception ou qu'est-ce que vous avez interprété à l'intérieur. S'il y a des variations, habituellement, ça serait explicité durant les descriptions des codes d'utilisation. Donc, on va revenir là-dessus à la fin d'aujourd'hui. Mais là, on va regarder qu'est-ce qu'il fallait avoir à l'intérieur de notre diagramme. Fait que quand on construit des diagrammes de code d'utilisation, la première chose qu'on va se poser, c'est quels sont les différents acteurs qu'il y a à l'intérieur de notre système. Donc, dans ce cas-ci, on avait premièrement des clients en général. Donc, les clients en général, ils sont capables de gérer le retrait d'argent. Puis, on avait une spécialisation du client qui était le client de la banque. Donc, ici, on n'est pas obligé de mettre en action le client d'une banque externe parce que le client d'une banque externe n'est pas spécial par rapport à comme la version générale d'un client normal. Donc, le client du guichet automatique, c'est certain qu'il va être capable de faire des retraits. Le client de la banque va être une spécialisation du client général, puis le client de la banque va avoir des actions additionnelles, des codes d'utilisation additionnels pour lui-même. On a aussi l'opérateur qui va devoir venir changer les chèques, remettre de l'argent et ainsi de suite. Donc, on a aussi l'opérateur qui est un client initial. Finalement, ce n'est pas les seuls acteurs qu'il y a parce que quand on va demander de faire de la validation, donc quand on va faire des retraits, les informations, il faut qu'ils soient validées avec des systèmes externes. Donc, quand il faut communiquer avec un système externe, ben, ça va devenir un acteur de notre système avec lequel il va falloir communiquer. Donc, on a ici les différents systèmes. On va revenir à la modélisation de ça dans quelques instants.
Donc, comment est-ce qu'ensuite on procède? C'est qu'on veut déterminer les différents cas d'utilisation. Fait que là, il faut dire toutes les choses qu'on est capable de représenter dans notre système. Fait qu'on est capable de retirer de l'argent, on est capable de consulter le solde, on est capable de déposer de l'argent. Puis on peut voir ici, j'ai mis le dépôt d'argent comme étant une généralisation en disant, ben, soit que je peux déposer de l'argent comptant, soit que je peux déposer des chèques. Les deux, ça va être un dépôt d'argent qui communique avec le système. En fait, même ici, on aurait pu complètement omettre les deux dépôts, okay? Parce qu'on avait dit que quand on travaille avec les cas d'utilisation, on veut essayer de garder ça le plus simple possible. Donc, on aurait pu juste garder ça de côté puis aller décrire ça dans la description des cas d'utilisation. Ici, je l'ai mis. Pourquoi? Ben, parce que je suis un enseignant, j'aime ça vous montrer les différentes possibilités. Donc, ici, on avait un cas de généralisation de cas. Donc, je trouvais ça intéressant à mettre à l'intérieur. Ensuite, on avait l'authentification qui était aussi un requis à l'intérieur. Donc, on disait que quand on met la carte, on rentre notre NIP, ça nous authentifie par rapport au NIP. Il faut comprendre ici que ce cas d'utilisation-là, c'est un cas d'utilisation qui va être le premier, comme dans n'importe quelle des séquences, mais ça peut être un cas d'utilisation qui arrive tout seul. Donc, si j'arrive à mon guichet automatique, je rentre ma carte, je rentre mon NIP, puis je peux quitter immédiatement la transaction sans avoir rien fait d'autre. Donc, l'authentification est son propre cas d'utilisation. Après ça, de dire que toutes les autres font partie de ça, comme a besoin de ça initialement, c'est pas dans le diagramme de cas d'utilisation qu'on va démontrer ça parce que il y a deux raisons. Premièrement, c'est que puisqu'on peut faire ça tout seul, on peut l'avoir comme tout seul dans le diagramme. Puis la deuxième chose, c'est que si on commence à mettre un paquet de flèches, ben ça va devenir une espèce de cafouillis assez vite. Ce qu'on va pouvoir faire à la place, c'est dans les descriptions des cas d'utilisation, on va pouvoir indiquer que comme précondition, il faut que le client se soit authentifié avec sa carte avant d'être capable de retirer de l'argent. Parce qu'ici, même si on mettait des flèches, que ce soit des include, que ce soit des extend, c'est pas directement relié avec, parce que c'est vraiment, une fois qu'on s'est authentifié, on tombe dans un autre état complètement, où c'est qu'on est identifié, puis à partir de là, on peut faire autant de fois toutes les autres transactions possibles. Donc, on avait notre authentification qui est complètement à part. Même principe pour notre opérateur. Notre opérateur va venir une fois par jour, puis va remplir l'argent, sortir les chèques, sortir les cartes erronées. Mais tous ces éléments-là, ça peut être simplifié comme étant une action de maintenance. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un paquet de cas d'utilisation, surtout quand tous ces éléments-là vont être faits dans la même séquence, dans le même processus. Donc, en tant qu'opérateur, mon but, c'est de venir faire la maintenance du guichet automatique. Puis ça va toujours inclure les différentes actions à l'intérieur. Ensuite, on disait que quand on va faire une transaction, il faut valider l'information avec un système informationnel externe. Donc ici, quand j'essaie de faire un dépôt d'argent ou consulter mon solde, je vais me relier au système informationnel de la banque. Dans notre cas où on a un retrait, ben là, dans ce cas-là, ça change un peu parce que le système informationnel qu'il va falloir communiquer avec, ça va dépendre du type de client. Donc ici, on va utiliser une autre relation de généralisation pour dire, il va falloir que je communique avec un système informationnel, puis ça va être un de ces deux-là. En fait, ici, pour bien représenter ça, il faudrait
Si on voudrait faire ça dans toute sa beauté, il faudrait dire que notre système informationnel, c'est un système abstrait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de juste système informationnel. Ça va être soit celui-là, mais dépendamment du client. Fait que ici, on a une forme généralisée qui vient avec. Finalement, on a dit qu'une fois qu'on a fait un dépôt d'argent ou qu'on fait un retrait, on a la possibilité de consulter le solde immédiatement. Donc ici, c'est le même principe que quand je m'en vais à un guichet automatique. En tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, la Banque nationale, quand je fais un retrait, immédiatement, il me demande est-ce que tu veux consulter le solde dans le même processus que le retrait. Donc, ici, dans le dépôt d'argent, on peut avoir une extension, puis ici, faire attention au sens de la flèche. Hein. On part du dépôt d'argent, puis on suit la flèche à l'inverse, puis on peut aller consulter le solde. Excuse-moi. Oui. Pardon, excuse-moi, j'ai dû manquer un bout ou pas. Non, mais j'ai été interrompue. Il y a le client de la banque tout à gauche et tu as une flèche vers client. Ça veut dire quoi exactement? C'est une généralisation. Donc, c'est le principe de héritage qui est en jeu. Donc, on a le client qui est la version générale. Puis, on a le client de la banque qui est la version spécialisée. Donc, le client de la banque est capable de faire tout ce qu'un client normal fait, mais a ses propres éléments spécifiques. Est-ce que ça répond à ta question ou j'ai été encore moins clair? Non, en fait, je comprends pas. Je suis désolé. C'est correct, on est là pour ça. Donc, ici, on utilise le principe d'héritage. Donc, de dire que j'ai une version générale d'un élément, un client qui est capable de faire un paquet de choses. Puis, j'ai un client de la banque qui est une version spécialisée d'un client. Donc, le client de la banque va être capable de faire tout ce que le client fait. Puis, en plus de ça, il va être capable de faire des choses spécialement pour lui. Donc, c'est le même principe que l'héritage dans les classes puis les objets. Donc, d'être capable de dire, admettons que j'ai une classe animale qui est capable de manger, courir, mais j'ai une spécialisation dans ma classe chien qui est capable d'aboyer, puis j'ai une spécialisation dans ma classe chat qui est capable de, je sais pas moi, foutre des pages de texte à terre. OK? Oui, mais alors le client là qui est comme spécialisé, comme tu dis. Le client, il est général. Le client de la général, banque est la spécialisation. Faire... Ah, d'accord. Donc, la flèche pointe toujours vers la généralisation. D'accord. Donc, le client général, là, il peut faire seulement deux choses? Exact. D'accord. Puis, c'est là que je le saisis pas, mais... Ben, en tant que client random, OK? Donc, en tant que client non spécial, donc, admettons quelqu'un avec une carte de guichet externe, il est capable de s'authentifier au guichet, puis il est capable de retirer de l'argent. C'est tout. Mais si tu es un client de la banque, tu vas être capable de faire tout ce que le client normal est capable de faire, le client général, donc il va être capable de t'authentifier, tu vas être capable de retirer, mais en plus de ça, tu vas être capable de déposer de l'argent, puis tu vas être capable de consulter ton solde. Donc, la version spécialisée inclut tous les éléments de la version générale. Pardon. Pas de problème. ça, on comprend maintenant pourquoi c'est difficile à comprendre. Quand il y a quelqu'un qui crie en arrière en même temps, ça rentre moins bien. Ok, ben écoute, je suis pas sûre de comprendre, mais je vais continuer les explications, puis peut-être que... Au pire, on reviendra là-dessus ensemble après. Merci. Puis on repassera. Donc, on a ensuite le dernier lien qui était le lien d'extension. Donc ici, on avait le extend. Donc quand je fais un dépôt d'argent, je peux consulter le solde. Mais puis quand je fais un retrait aussi, je peux consulter le solde. Mais dans ce cas-ci, seulement si je suis déjà un client de la banque. Donc pour ce lien-là de extend, j'ai mis une note sur ce lien-là qui me permet de dire, ben,
pour être capable de suivre cette ligne-là, j'ai besoin d'être un client de la banque. Fait que ça nous permet de voir pas mal tout ce qui est dans notre affaire. Donc, on représente que le guichet, OK, on est capable d'aller avec les autres banques avec un système Interact. On a une authentification qui va se faire. Puis voir ici que j'utilise les mêmes mots-clés pour bien faire référence à notre mise en situation. Donc, on peut déposer, on peut retirer, on peut consulter, on peut retirer si on a un client externe. On doit communiquer avec des systèmes externes pour ces éléments-là. On peut après ça consulter notre solde après notre élément. Puis après ça, on a notre opérateur qui représente notre maintenance à faire sur le système. Moi, j'ai des questions concernant les systèmes informationnels. Oui, Parce que si j'ai bien compris, vous les avez intégrés à notre système à les déclarant comme des serveurs. ben, en disant que c'était des systèmes externes avec lesquels je communique, ouais. Parce que le principe, c'est que c'est pas, en tant que développeur de guichet automatique, c'est pas à moi de créer ces systèmes-là. Fait que ça n'a pas le droit d'être dans la boîte. OK. Parce que la forme du schéma qu'il a fait, c'est comme si c'était un serveur qu'on avait déclaré. Mais ce que je veux savoir, est-ce que vous pouvez afficher le code pour voir? Parce que moi, j'ai essayé de faire comme database. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de faire comme database, système, mais ça n'a pas fait. Ah oui, parce que j'avais ajouté serveur. C'est bon. OK, ouais, c'est ça. C'est d'autres mots-clés. Ok, ça c'est bon. J'ai une autre question concernant les liaisons, les flèches. Parce que là, je vois comme 3 types de flèches. Oui. Et je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut savoir à tel endroit, pour telle relation, il faut tel type de flèche. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Fait que la liaison la plus typique, c'est juste une liaison d'association. Fait que c'est juste les doubles tirets. Ça va faire un lien entre un acteur puis un code d'utilisation. Fait que quand on est entre un acteur puis un code d'utilisation, on utilise l'association tout seul. Quand on a besoin de généraliser, donc quand on a besoin de dire ça va faire partie de ça. Donc le client de la banque, c'est un client général. Donc quand on fait une généralisation, c'est là qu'on utilise la flèche avec l'entrée vide. Donc la flèche avec l'entrée vide, c'est la flèche de généralisation. Fait que celle-là, elle est comme 2 tirets avec une barre droite avec un signe de plus grand ou plus petit. Oups. Comme ici. OK. Puis finalement, les associations entre 2 use cases, où je l'inclus ou je l'extend, là, ça va être un point suivi du plus petit ou plus grand, dépendamment du sens dans lequel je suis en train de le faire. Fait que ça veut dire que c'est pointillé. Puis après ça, ça dit que c'est une flèche vide. Juste le petit bout de la flèche. Est-ce que ça répond à tes questions? C'est-à-dire que le point avec la flèche, c'est quand il s'agit d'un héritage, d'une extension, de quelque chose. Un héritage, ça va être celui-là ici, là, où c'est qu'on a la ligne pleine avec la flèche vide. Quand on a le pointillé avec soit une relation d'extension ou d'inclusion, là, c'est le pointillé avec la sous-flèche. Ok, c'est bon, je pense que ça reprend mes questions. Excellent. Merci beaucoup. Parfait. Fait qu'on a réussi à faire un diagramme de code d'utilisation avec une mise en situation. Là, ce qui nous reste à travailler, puis c'est ce que je vous donne comme
petit devoir jusqu'à la prochaine période, ça va être le principe de description de code d'utilisation. Donc, on avait vu au dernier cours, on retourne ici, puis on s'en va ici. On avait, avec les codes d'utilisation, les descriptions des codes d'utilisation. Donc, c'est à cet emplacement-là où c'est qu'on va dire un nom, une description, une précondition, une post-condition, les erreurs possibles, les acteurs, OK, puis c'est quoi le processus qui vient avec. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est des descriptions des codes d'utilisation. Ce que je vous demande, puis ce qu'on va regarder ensemble au prochain cours, ça va être de regarder les descriptions de 2 codes d'utilisation. Donc, je vous demande d'écrire 2 descriptions de code d'utilisation. Une première pour l'authentification. Donc, je vous demande de faire la description du cas de l'authentification. Puis, un autre use case de votre choix. Donc, je veux, pour le prochain cours, que vous ayez la description du code d'utilisation de l'authentification, puis d'un autre code d'utilisation. Donc, ce que vous voulez faire ici, c'est tu ouvres un fichier texte, tu remplis les différents éléments. Donc, tu dis, ben, j'ai besoin d'un nom, d'une description, d'une précondition, d'une post-condition, des erreurs, des acteurs, des triggers, du processus, puis des processus alternatifs. Fait que, une fois que tu as rempli ça, tu le fais pour l'activation, tu copy-paste, puis tu le remplis pour un autre code d'utilisation de ton choix. Fait qu'avec ça, je pense qu'on a le droit d'aller dîner. Je sais pas si vous avez des cours cet après-midi. Moi, oui. Fait que il faut prendre le temps d'aller dîner pour revenir par la suite. Oui. Est-ce qu'on va faire beaucoup de modélisation UML? Car si oui, j'aimerais installer l'extension sur mon Mac pour Visual Studio pour juste jouer pour code. Puis c'est ça, j'ai des problèmes avec ça. Ben, oui, bon, on va en faire pas mal. Fait que, ok, pourrais-tu me montrer comment ça... Parce que c'est ça, j'ai installé l'extension, mais il paraît que Gravis ne fonctionne pas pour nous, pour les utilisateurs Mac, je crois. C'était supposé d'être dans le package de Homebrew, mais c'était enlevé. Alors, fait ici... je devrais démarrer mon ordi après avoir installé Homebrew. Ok, ben, tu viens d'installer Homebrew. Si tu viens de faire ça, tu peux juste... attends, je fais un petit clear. Fait que c'est juste Brew, puis c'est GraphViz que tu vas installer. D'accord. J'ai vu sur la site web de Homebrew que GraphViz n'est plus inclus, mais ça fonctionne bien pour toi, donc tu dois toujours être parti. Ouais, non, mais ça va l'installer justement quand tu fais ça. Fait que s'il y a des problèmes, tu peux m'en reparler, puis on pourra regarder précisément qu'est-ce qui se passe. Ok, merci. Ben là, ils m'ont pas donné de tâche. Hugo, Oui. est-ce que tu pourrais mettre la correction de cet exercice, s'il te plaît, juste pour qu'on vérifie nos Oui, différents... c'est dans... Je vais aller mettre le plan UML dans le dossier à l'instant, dès qu'on finit ici. Ok, parfait, merci beaucoup. Parfait. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on va aller travailler là-dessus ensemble.